Le Nicaragua traverse une crise politique et sociale profonde. Depuis le 18 avril, les morts se comptent par centaines, les blessés par milliers et les manifestations contre le président Ortega ne cessent pas. Après 100 jours de manifestations ininterrompues, le pays semble s'acheminer vers une guerre civile. À quoi ressemblera l'avenir du Nicaragua et quel rôle jouera Daniel Ortega dans le pays? Monsieur le Président, bienvenue sur Euronews. Vous avez été tout pour les Nicaraguayens. Un libérateur, un leader populaire et une figure historique. Aujourd'hui, le peuple descend dans la rue pour réclamer votre départ. Pourquoi? D'abord, ce ne sont pas tous les Nicaraguayens. Il s'agit d'une partie de la population. Nous avons toujours eu une opposition ici qui s'est clairement fait entendre, même lors des élections. Lors de précédentes élections auxquelles nous avions participé, nous n'avons pas obtenu la majorité. La majorité avait alors été remportée par les forces d'opposition et toutes étaient unies sous la tutelle des États-Unis. Mais nous parlons de la révolte actuelle au Nicaragua. Selon un récent sondage, 79% des Nicaraguayens veulent que vous partiez. Il est donc raisonnable de questionner la volonté du peuple de vous voir rester au pouvoir. Mais je sens qu'il y a une bonne partie de la population qui pense le contraire. Je ne peux pas vous donner le pourcentage des sondages. Je ne connais aucun sondage précis à ce jour. Vous ne pensez pas qu'il y a un tollé dans la rue qui pourrait peut-être vous mener à consulter le peuple, en appelant par exemple à des élections? Nous avons récemment organisé des élections. Et ce que nous avons actuellement, c'est une tentative de coup d'État. C'est ce que nous avons vécu, ce qu'a subi le peuple. Et je veux clarifier les choses pour les téléspectateurs d'Euronews. Parce que j'ai lu 100 jours, 90 jours, déjà 300 morts, ici, au Nicaragua. Bon. Le Centre nicaraguayen des droits de l'homme le dit, d'autres organisations parlent de 450 morts. Ces chiffres sont faux. Les vrais chiffres des affrontements qui durent depuis le 18 avril, ces confrontations violentes entre l'opposition et le gouvernement, la police et la population sandiniste, ont causé la mort de 195 personnes. Et bien sûr, si l'on ajoute à ce chiffre le nombre moyen de décès au Nicaragua avant le 18 avril, soit 2 morts par jour, qui est l'un des taux les plus bas de la région, si l'on ajoute cela aux 2 morts par jour, on obtient 180 morts. Ce que font ces organisations des droits de l'homme, c'est qu'elles comptent tout ensemble. Donc selon vous, elles manipulent les chiffres. Elles comptent tout ensemble. Comment expliquez-vous que pendant cette période, il n'y ait pas eu de morts liées à la criminalité? Ce n'est pas ce qu'elles disent. Les organisations qui évoquent ces chiffres ne disent pas qu'il n'y a pas de délit commun, mais que le mouvement de révolte a causé la mort de 300 à 400 personnes, ce qui est un chiffre assez élevé. Ils mettent tout ensemble. Chaque mort est comptée comme une victime des protestations. Ce que je ne comprends pas, c'est que, par exemple, vous avez laissé le Centre nicaraguayen des droits de l'homme compter les morts. Pourquoi maintenant manipulerait-il les données? Ces organisations des droits de l'homme sont financées par les États-Unis précisément pour manipuler les chiffres. Ce que je me demande, c'est, avez-vous une responsabilité en tant que président du pays? Parce que, indépendamment des chiffres que l'on utilise, considérez-vous que vous avez une quelconque responsabilité dans le fait de ne pas avoir pu garantir la sécurité de vos citoyens? La vérité, c'est que nous sommes confrontés à un ennemi puissant qui intervient militairement au Nicaragua. Et cet ennemi, ce sont les États-Unis.
Je trouve ça intéressant parce que vous avez mentionné plusieurs fois le fait que ces protestations sont financées par les États-Unis, mais je n'ai toujours pas vu de preuves. En avez-vous? Bien sûr que j'en ai. Pourquoi ne les avez-vous pas encore montrées? Ce sont des comptes qui montrent que les États-Unis ont envoyé de l'argent à ces gens par le biais de plusieurs agences américaines. Ils l'ont même dit publiquement. Ils ont annoncé la somme en millions qu'ils ont allouée au Nicaragua pour la démocratie, comme ils disent. Mais ils ont utilisé cet argent pour déstabiliser le pays et encourager des actions armées menées par des gangs qui commettent des crimes depuis 2007, lorsque nous avons pris le pouvoir. Donc selon vous, ce sont des protestations financées par les États-Unis qui n'ont rien à voir avec le peuple nicaraguayen. Elles ont à voir avec une partie de la population qui est liée à des forces d'opposition présentes même au Parlement, qui ont joué un rôle actif dans les barricades. Vous soutenez que ces protestations viennent d'une organisation terroriste. Pourtant, il est difficile de trouver un meneur. Il n'y a pas de preuve claire de financement. Cette version ne tient pas vraiment. Si l'on arrêtait les meneurs, j'imagine déjà la réaction. Quand je vois ce qui s'est passé avec ce que nous avons déjà fait, quand nous avons arrêté ceux qui ont directement participé aux actions terroristes, ceux qui participent, alors les organisations des droits de l'homme sont intervenues pour les soutenir, pour les défendre et pour punir le Nicaragua. Le Congrès américain viendrait avec des résolutions contre le Nicaragua. J'aimerais que vous me parliez des paramilitaires et de la police parallèle, parce que leur rôle n'est pas très clair. Plusieurs témoins ont parlé de leur collaboration avec vos forces de sécurité. Et ce sont des personnes qui commettent des crimes. Amnesty International, par exemple, parle d'exécution extrajudiciaire. Qu'en pensez-vous? Amnesty International n'a pas fourni la moindre preuve. Ce qui est public, c'est comment les forces paramilitaires d'extrême droite ont tué dans les barricades, ont filmé, ont torturé des citoyens parce qu'ils sont sandinistes. Ils les ont torturés, les ont brûlés, et ensuite ont dansé autour d'eux. C'est du terrorisme. Et Amnesty International n'a rien dit là-dessus. La Commission interaméricaine des droits de l'homme n'a rien dit non plus quand ils ont capturé un policier et l'ont brûlé. Il y a beaucoup d'exemples sur ces groupes paramilitaires travaillant avec vos forces de sécurité. La BBC s'est rendue dans une ville au Nicaragua et a dit qu'il collaborait avec la police, sans aucune vergogne. Non, ici nous avons ce qu'on appelle la police volontaire. Non, mais il s'agissait de personnes masquées. La police volontaire, elle, n'est pas masquée. Les policiers volontaires sont masqués lors des opérations spéciales. Il y a même des pays d'Amérique latine où les juges sont masqués pour ne pas se faire tuer. Donc ces policiers qui se définissaient eux-mêmes comme des paramilitaires étaient des policiers volontaires? C'est ça, ce sont des policiers volontaires. Si vous vous asseyez de nouveau à la table des négociations pour discuter, quels sont les points non négociables? Quitter le pouvoir, est-ce non négociable? Quelque chose que vous ne pourriez pas accepter? Appeler à des élections, est-ce quelque chose que vous ne pourriez accepter en aucun cas?
D'abord, consolider la paix. Nous nous sommes engagés à faire régner la justice. Si la paix se concrétisait, seriez-vous prêt à appeler à des élections? Ici, nous avons des règles institutionnelles qui définissent les périodes électorales. Les prochaines élections au Nicaragua sont prévues pour la fin 2021. Dans tous les processus de paix dans lesquels j'ai été impliqué en Amérique centrale, on n'a jamais considéré qu'on devait avancer des élections. Excusez-moi de vous reposer la question, mais j'aimerais une réponse. Vous n'envisagez absolument pas de démissionner ou d'avancer les élections? Parce qu'appeler à des élections anticipées est aussi dans la Constitution. Ce n'est jamais arrivé en Amérique centrale, en Colombie. À chaque fois qu'il y a un processus de paix, on n'anticipe pas les élections. Malgré tout le sang qui a coulé en Amérique centrale, on n'a jamais avancé une élection. Donc vous n'y pensez même pas? Non, non. L'opposition me l'a demandé. Ils m'ont même dit que je devais partir maintenant. Ils me l'ont crié le 19 avril dernier. Je crois que pour le bien du pays, pour la stabilité du pays, ce serait un précédent très grave. Si un autre gouvernement arrivait au pouvoir, le Front de libération nationale sandiniste aurait le droit de stopper le pays et de demander au gouvernement de partir le lendemain. Ça créerait un précédent dangereux. Cela plongerait le pays dans l'anarchie et le chaos. Donc c'est soit vous, soit l'anarchie. C'est vous ou le chaos. Oui, prendre cette direction reviendrait à ouvrir la porte à l'anarchie dans ce pays. Et ce n'est pas bon pour le pays. Ce qui convient au pays, c'est de consolider la paix, la stabilité qui apporte la sécurité. C'est important pour la région. Le Nicaragua fait barrage au crime organisé et au narcotrafic. Une rupture au Nicaragua signifierait la reprise du pays par le narcotrafic. En 2017, vous avez été élu pour votre 3e mandat et votre femme et certains de vos enfants ont commencé à occuper des postes importants. Pourquoi une telle connivence entre votre famille et votre gouvernement? La seule qui occupe un rôle important, c'est ma compagne, une militante sandiniste. Je l'ai connue comme militante sandiniste. Je l'ai rencontrée dans le cadre sandiniste et en tant que militante sandiniste, elle a le droit d'occuper un poste et c'est la première fois qu'elle en a un. Mes fils se sont consacrés à la télévision, au journalisme. C'est ce qu'ils ont étudié. Ils sont aussi dans le pétrole. Non, aucun d'eux. C'est ce que disent nos adversaires. Tout simplement, nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. Ici, ce sont les grandes entreprises internationales qui gèrent l'industrie pétrolière. Et ensuite, il y a eu une coopération avec le Venezuela sur le pétrole. Et ça n'a rien à voir avec une opération commerciale. C'est en lien avec le pétrole. Mais ce ne sont pas mes fils qui gèrent ça. On a l'impression que les lignes de démarcation entre votre famille et votre gouvernement sont peut-être... C'est le principe des dynasties ici au Nicaragua. Somoza a envoyé son fils à l'académie militaire de West Point et l'a nommé chef de l'armée. Son autre fils a été envoyé aux États-Unis pour étudier et a ensuite été nommé comme membre du Parlement.
Monsieur le Président, je comprends que Somoza ait créé une dynastie, mais nous parlons du Nicaragua. Et ce que je vous demande porte sur l'agitation au sein de la population, et cela vous ne pouvez pas le nier. Il n'y a aucun pays au monde où une partie de la population n'éprouve pas de mécontentement. Oui, mais ce n'est pas partout dans le monde qu'il y a un malaise parce que des membres de la famille du président font partie du gouvernement et gèrent des questions importantes. Ce n'est pas la norme. C'est faux. C'est faux. Donc vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec les liens entretenus entre de nombreuses institutions officielles et votre famille, votre gouvernement? Ils sont juste à la télévision. C'est un crime? N'ont-ils pas le droit de travailler? N'ont-ils pas le droit de travailler dans un journal? Ah, c'est parce qu'ils font un journalisme en faveur des efforts que nous faisons pour la paix? Ce n'est pas bien? Otro de los motivos de malestar que se ha podido escuchar, por lo menos por supuesto en las... Un des autres griefs que l'on entend depuis 2011, c'est que vous vous accrochez au pouvoir, avec par exemple la décision de la Cour constitutionnelle de vous autoriser à pouvoir vous représenter à la présidence. Pouvez-vous envisager que cela peut être l'une des raisons des troubles? ¿No entiende tampoco este malestar? Ici, au Nicaragua, nous nous basons sur une constitution qui est née avec la révolution de 1984. Nous sommes arrivés en 1979. On disait que nous ne deviendrions jamais un gouvernement. Nous sommes allés aux élections de 1984 et nous les avons remportées. Puis, il y a eu les élections de 1990 que nous avons perdues et nous avons quitté le gouvernement. Cela a été la première transition politique pacifique au Nicaragua, d'un gouvernement à l'autre. Normalement, l'histoire du Nicaragua est une histoire de guerre où pouvait s'opposer un gouvernement à Léon et un autre à Granada. Pourquoi alors vous êtes-vous représenté si dans votre constitution, il est clair, selon l'Assemblée, que vous ne pouviez pas le faire? La Constitution de 1984 était ouverte à la réélection. Mais en 2011... En 2011, j'ai simplement utilisé le recours qu'a utilisé le président Oscar Arias pour être réélu au Costa Rica. Le président Oscar Arias est un des présidents les plus démocratiques d'Amérique latine. Bien, si j'avais Oscar Arias en face de moi, je lui demanderais la même chose. Le président Oscar Arias a utilisé ce recours pour être réélu au Costa Rica et il a été réélu. Le président Álvaro Uribe a lui aussi utilisé ce recours. Et dans les deux cas, au Costa Rica et particulièrement en Colombie, je poserai la même question que je vous pose. Mais si c'est bien pour l'un d'être réélu, c'est aussi bien pour l'autre. Ce sont des principes qui sont ouverts ici. Mais ma question est-ce bien ou mal d'essayer d'être réélu quand la Constitution spécifie que ce n'est pas dans son esprit? Est-ce bien ou mal, indépendamment de qui agit ainsi? Nous avons trouvé une voie constitutionnelle. Et la Constitution actuelle a été changée. La Constitution laisse les choses ouvertes. Elle n'empêche pas la réélection parce qu'elle a été réformée. Pour que vous puissiez être réélu. Pour que quiconque puisse l'être. À cet égard, depuis 2011, des sources sérieuses qui étudient la démocratie dans le monde affirment qu'elle s'est détériorée dans votre pays à cause de vos supposées actions pour essayer de rester au pouvoir. Considérez-vous que le Nicaragua est une démocratie? ¿Considera que Nicaragua es una democracia? Es una democracia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el pueblo con su voto el que decide. C'est une démocratie parce qu'en définitive, c'est le peuple, par son vote, qui décide. Et on ne peut pas empêcher le peuple de décider. En Europe, il y a bien des systèmes de réélection indéfinis. Donc ce qui est bien pour les Européens serait mal pour les Latino-Américains? No puede ser. Creo que son principios universales que al final de cuentas es el pueblo
Je crois que ce sont des principes universels. Je crois que ce sont les gens, à travers leur vote, qui devraient choisir s'ils réélisent ou non une personne. J'ai essayé d'être réélu en 1990 et j'ai perdu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Euronews et de nous avoir accordé cette interview. Gracias.